Dans les années 60, on a développé la ville autour de l'automobile, ce qui a fait en sorte qu'on a appliqué beaucoup d'asphalte et de béton, soit en construisant des routes ou des stationnements. Avec le temps, on s'est aperçu que ça pouvait engendrer certains enjeux comme la création d'îlots de chaleur ou l'accumulation d'eau. C'est pourquoi, aujourd'hui, la ville souhaite déminéraliser de plus en plus son territoire. La déminéralisation, c'est l'action de retirer des surfaces minérales imperméables, c'est-à-dire qui ne laissent pas l'eau s'infiltrer dans le sol, comme l'asphalte et le béton. Le fait de retirer ces surfaces permet de créer de l'espace pour intégrer du verdissement, c'est-à-dire planter des arbres et des végétaux. L'objectif de végétaliser davantage l'espace public est d'offrir un milieu de vie plus confortable et plus résilient au changement climatique. Le verdissement permet entre autres de réduire les îlots de chaleur, d'améliorer la qualité de l'air et contribue à une meilleure gestion de l'eau pluviale. Dans un contexte de changement climatique, il faut savoir que les projections nous indiquent que l'intensité, la durée, la fréquence des pluies sera augmentée. Aussi, on constate que les réseaux d'égouts dans les milieux urbains ont bien souvent atteint leur capacité. Alors maintenant, ce qu'on cherche à faire, au lieu, comme on faisait auparavant, de diriger les eaux de pluie vers les réseaux d'égouts, on cherche plutôt à reproduire les conditions qui existaient avant en milieu naturel, comme sur l'avenue Champagnat. Ici, on a réalisé une nue. La noue végétalisée, c'est une rigole de faible profondeur. Elle sert à recueillir les eaux pluviales pour les infiltrer sur place, de façon à permettre la rétention et le traitement par le sol et par les plantes. Ce qui est intéressant avec la noue, c'est que c'est une mesure d'adaptation hyper performante. Elle permet de rencontrer tous les objectifs de la gestion durable des eaux de pluie. Elle permet notamment de faire le contrôle de la quantité, de réduire la charge polluante, réduire la vitesse d'écoulement et à la fois de recharger la nappe phréatique. Alors, lorsqu'on crée un projet de rue, on va porter une attention particulière à l'accessibilité universelle. C'est-à-dire, on veut que l'espace soit fonctionnel, confortable et sécuritaire pour tous les types d'usagers, que ce soit les piétons, les cyclistes, les automobilistes ou encore les gens à mobilité réduite. Évidemment, toutes les fonctions qu'on va associer à la rue vont influencer grandement le type de végétaux qu'on va choisir. La biodiversité est aussi un critère fondamental quand vient le choix de déterminer notre palette végétale. On va travailler davantage avec la végétation indigène qu'on retrouve à proximité et, par exemple, choisir des végétaux très florifères pour créer des environnements propices pour les pollinisateurs. L'objectif derrière la biodiversité est d'éviter la monoculture qui crée des écosystèmes qui vont être vulnérables, notamment aux maladies et aux insectes nuisibles. C'est donc pourquoi on va tendre à choisir des espèces beaucoup plus variées d'arbres et des compositions végétales plus diversifiées sur l'ensemble du territoire de la ville. À travers toutes ces actions, on va s'inspirer de la nature, ce qui va nous permettre de créer des environnements et des milieux de vie qui vont être beaucoup plus riches et résilients face au changement climatique. Donc, ça me fait plaisir de venir vous présenter en cette fin d'après-midi pour vous, là, moi, en fin de matinée, en pleine forme. Alors, la petite vidéo, c'était une mise en bouche pour maintenant vous présenter davantage là, cette idée d'implanter des infrastructures vertes dans la ville de Québec, notamment pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour renforcer le potentiel de biodiversité urbaine. Alors, simplement, petit informatif, là, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Québec, Québec, c'est une ville c'est le berceau de l'Amérique française, là. C'est connu pour son petit caractère européen, mais avec sa petite touche de modernité américaine. Et puis, la présentation, dans le fond, au départ, je vais vous parler un petit peu du portrait de Québec. Je vais introduire aussi certains sujets par rapport à les enjeux autour de la ville et de la biodiversité. Et puis, notre approche, nous, à la ville de Québec, pour intégrer justement les infrastructures vertes ou tous les moyens là, de venir finalement, je pourrais dire, intégrer la nature en ville. Et donc, je vais pouvoir conclure finalement. Donc, en gros, c'est ça pour la localisation de Québec, grosso modo, oui, sur le continent nord-américain, mais c'est là où le fleuve se rétrécit. Et puis, Québec est une ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est également aussi une ville de 550 000 habitants.
et la superficie de 454 km². Québec est une ville nordique. Plusieurs savaient que c'est ça. Les hivers sont rigoureux du côté de Québec. Les hivers, généralement, se déroulent de la mi-novembre jusqu'à la mi-avril. Des fois, il y a des hivers très rigoureux avec des températures extrêmement froides et on a aussi beaucoup de précipitations de neige. Au niveau de Québec également, là, étant donné le contexte de la présentation aujourd'hui, je croyais que c'était intéressant de présenter certains éléments sur le caractère vert et bleu de la ville. Donc, sur le territoire, il y a quand même 1400 km de cours d'eau, 120 000 arbres municipaux répertoriés, beaucoup de milieux naturels, là, 214 km² de milieux naturels. On est dans une zone de végétation de forêt tempérée nordique. Et puis, c'est ça. Donc, essentiellement, pour le volet de la biodiversité, on a fait des portraits récemment de l'ensemble de la biodiversité sur le territoire de la ville. Et puis, on s'est aperçu que sensiblement, près de 60% de la faune vertébrée du Québec avait été observée sur le territoire de la ville. Et puis, ce qui représente en fait aussi le décompte de cet inventaire, c'est de montrer qu'il y avait 4/5 de la faune de Québec qui était dans les arbres ou sous l'eau. Puis, on a plusieurs types d'observation d'oiseaux reconnus à l'échelle du Québec et plusieurs espèces de poissons pour la pêche sportive sur d'eau également dans nos petits cours d'eau. Et on a un bon nombre d'espèces à statut de protection. Donc, le rôle des villes dans la protection de la biodiversité peut être vu comme une place de premier choix. En fait, récemment, on s'aperçoit que la place accordée à la biodiversité dans les villes est fortement tributaire des choix d'aménagement et qu'il y a de plus en plus une place grandissante qui est accordée à la biodiversité dans les documents de planification municipale. Les actions ou les choix d'aménagement, finalement, peuvent permettre de préserver puis de ramener la nature en ville. Et justement, là, vous verrez par la suite dans la présentation que la planification des infrastructures vertes et la bonification de la biodiversité vont de pair. À l'échelle des quartiers, on croit que ça permet de protéger cette biodiversité, puis de l'intégrer, puis de pouvoir même à la réintégrer dans des milieux où la nature a disparu. Québec est aussi une des villes qui, lors de la COP15 en 2022, a signé l'engagement de Montréal. Et donc, par le fait même, reconnaissait l'urgence d'agir pour renforcer les efforts en faveur de biodiversité. Puis on a pris des actions. On a pris des actions notamment dans l'élaboration d'une stratégie en faveur de la biodiversité. La stratégie, présentement, on est à la dernière étape du volet de consultation. Et donc, normalement, d'ici la fin de l'année 2025, nous aurons adopté cette stratégie. Et également, on a déposé une candidature, un projet de candidature auprès de UNESCO Canada pour faire reconnaître Ville de Québec comme région de biosphère. Alors, ça a été discuté tout à l'heure, là, mais très rapidement, là, juste pour revenir, ça a peut-être été présenté ce matin, mais comme j'étais absent, j'ai pas pu prendre part nécessairement aux présentations. Mais juste revenir sur le fait que c'est ça, le développement traditionnel a atteint plusieurs limites là, sur plusieurs enjeux. Puis les changements climatiques, comme vous savez, viennent exacerber tout ça. Donc, ça a plusieurs impacts, notamment sur les budgets municipaux et la qualité de vie des citoyens. Donc, les causes sont associées à l'imperméabilisation des sols. Ça a été un petit peu discuté, le ruissellement qui en découle, puis les infrastructures sont vieillissantes, puis ont atteint leur pleine capacité. Donc, en fait, ça l'entraîne par rapport aux ouvrages de gestion des eaux pluviales toute une réflexion parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui peuvent être finalement atténuées par ces nouvelles mesures. Et notamment des mesures qui sont inspirées notamment des processus naturels. Donc, à la ville, pourquoi qu'on a déménage justement ces infrastructures? C'est pour, en réponse, en fait, à ces problématiques-là. C'est en quelque sorte une solution où ça nous permet de mettre en œuvre des solutions pour être plus résilients. Donc, l'idée est, via notre plan de transition d'action climatique, on a mis plusieurs projets
en place pour développer une culture d'adaptation transversale à la ville, qui vise notamment à favoriser la déminéralisation du territoire, à préserver la ressource en eau, puis fournir un accès pour tous, à assurer la vitalité de la biodiversité, puis toute l'interconnectivité des écosystèmes. L'idée aussi d'améliorer le cadre de vie puis de le rendre plus attractif. Donc, ça a été dit. En fait, sur les bénéfices, c'est pas uniquement sur le cycle de l'eau. Les bénéfices sont aussi beaucoup associés à la contribution des végétaux dans le cadre du milieu de vie, notamment sur les îlots de chaleur, la réduction de la pollution de l'air, l'augmentation des espaces verts en milieu urbain, donc de santé beaucoup, de l'amélioration de qualité paysagère, de l'esthétisme des villes. Donc, dans une ville, on a identifié différentes familles de projets. Nous, de notre côté, dans lesquels on pouvait finalement utiliser cet espace, ce lieu, pour transformer et obtenir un résultat par des infrastructures vertes pour avoir plutôt une nouvelle signature. Tout à l'heure, vous avez vu la vidéo, c'était sur les rues, donc les rues conviviales. Mais aussi, on intervient dans les parcs, les places publiques, dans les bâtiments, les stationnements extérieurs, hors rue notamment, et beaucoup de projets avec la collectivité, notamment pour la déminéralisation et la plantation. Donc, au niveau de l'approche, comment ça se passe du côté de Québec? On essaie d'avoir une approche intégrée. On essaie de prendre nos documents de planification, de consulter les citoyens, de réaliser des projets en toute conformité avec ça, puis de faire un suivi de nos projets, puis de toujours innover dans ces projets-là, puis d'assurer que les projets réalisés sont pérennes dans le temps, avec un bon entretien notamment. Alors, pour débuter par rapport aux planifications, tout à l'heure, j'annonçais la présence d'un plan de transition d'action climatique. Il y a 5 projets synergiques, 5 projets résilience, mais au total, il y a 20 grands projets. Mais vous pouvez voir, là, en fait, que les projets s'inscrivent vraiment bien dans le domaine de la biodiversité et de la gestion des eaux pluviales. Donc, on poursuit également avec d'autres documents de planification. L'objectif ici est de vous présenter finalement que dans les villes, en termes d'aménagement du territoire, on agit beaucoup et on est guidé par les documents de planification municipale. Et donc, ici, je vais faire une revue de quelques documents qui permettent de démontrer justement la place grandissante de la biodiversité dans ces documents. Donc, au niveau des rues conviviales, rues vertes, comme vous avez vu par la vidéo, là, c'est ça, on va améliorer la qualité de l'air, la gestion de l'eau, toutes les prioriser finalement les interventions pour favoriser l'augmentation de la canopée urbaine puis réduire les îlots de chaleur. Il y a tout le volet de nos rivières, le plan des rivières à Québec, étant donné tout le potentiel, ou en tout cas les 1400 km de cours d'eau, les grandes rivières qu'on a, on a développé un plan plan d'action sur la mise en valeur des rivières. Puis l'idée, c'est qu'on voulait créer des artères qui permettent de connecter les rivières entre elles, et les rues locales sont repensées comme des voies vertes et filtrantes. On veut mettre en valeur le parcours de l'eau dans la ville à travers ces rues-là qui connectent finalement aux rivières. Par rapport à la vision de l'habitation, également, on a fait des grandes percées au niveau du plan d'action où on demande finalement de revoir les pratiques de la ville et de revoir les pratiques des promoteurs ou des développeurs pour intégrer dans la conception des projets des orientations ou des objectifs qui sont en lien avec justement soit l'infiltration des eaux de pluie, soit également favoriser des aménagements qui sont plus propices à la biodiversité urbaine. Et puis, tout ce qui touche la protection de la prise d'eau, nous, à Québec, on a une prise d'eau de surface. Donc, la question de la protection de la source et des différents cours d'eau qui servent en amont, dans le fond, à approvisionner notre source d'eau potable. On a une préoccupation sur la qualité de l'eau qui est rejetée au milieu aquatique. Donc, on agit sur le ruissellement urbain, notamment pour s'assurer de maintenir ou en fait d'améliorer même la qualité de l'eau qui est rejetée. Par rapport aux citoyens, l'approche citoyenne du côté de Québec est quand même assez bien développée. On a une politique de participation citoyenne. On mène plusieurs actions
à différentes échelles, mais notamment par des sondages web, des ateliers de design participatif aussi avec les citoyens, plusieurs présentations citoyennes là, pour écouter, entendre les citoyens, puis réagir pour finalement créer des projets qui soient plus acceptables ou dont les citoyens adhèrent et puis deviennent engagés finalement dans les projets. Donc, ici, un outil d'un exemple, là, on a une plateforme d'interaction citoyenne où on peut demander aux citoyens, par exemple, aidez-nous à identifier des rues à verdir. Puis le citoyen peut aller placer des étiquettes, peut aller placer, identifier, faire une boîte à suggestions en quelque sorte. Maintenant, je vais vous présenter quelques projets. Juste à avoir une idée là, pour mon temps. Parfait. Je vais vous présenter quelques projets qui, finalement, pour moi, l'ensemble des projets qui, en matière de gestion des eaux pluviales par les infrastructures vertes, on a commencé à faire un décompte. Là, on a plus ou moins, en 2023, fin 2023, on avait peut-être une quarantaine de projets. J'en ai choisi deux que je trouvais très intéressant de présenter, étant donné le volet de biodiversité qui était vraiment un des axes de premier plan, dans le fond, dans les projets. Alors, sur l'image de gauche, ce que vous voyez, en fait, c'est l'espace de gazon vert. C'est un espace résiduel d'une ancienne ligne de transport au niveau de l'électricité, une ligne aérienne qui a été démantelée. Donc, l'idée est de récupérer cet espace-là et puis d'aménager une piste cyclo-piétonne et un corridor de biodiversité. Il y a un concept qui a été développé au niveau du plan. C'est peut-être petit pour vous pour le plan, mais l'idée était presque de dénoncer que dans le fond, ça a été travaillé par îlot en raison des rues perpendiculaires au corridor ou à la piste cyclo-piétonne. Donc, îlot à jouer, îlot à croquer, îlot des insectes, îlot des oiseaux, îlot boisé et l'îlot d'entrée, avec chacun une signature, puis un choix, là, notamment sur l'aménagement de l'espace, les stratégies de plantation, les choix des végétaux, par exemple. Donc, vous pouvez voir justement un extrait ici, vu en plan, des différents types de revêtements ou des différents types de types de végétalisation, on devrait dire. Là. Ça, c'est à votre gauche, là, on a l'îlot des insectes, puis à droite, on a l'îlot des oiseaux. Donc, des signatures un peu différentes. Donc, je vais poursuivre. À cet égard-là, on a ici une coupe type pour l'îlot des oiseaux, dans lequel on peut voir l'avenue Coubertin à votre droite, l'alignement d'arbres qui a été ajouté. La piste cyclo-piétonne, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que l'ensemble de la piste cyclable, 4 mètres de surface imperméable, est dirigé vers l'anneau paysagère qui donc assure la gestion ou l'infiltration de l'eau de la piste cyclo-piétonne. C'est pas dirigé vers le réseau d'égouts sur la voirie. Alors, une simulation du projet faite pour les consultations publiques notamment. Ensuite, ici, nous avons le projet réalisé une fois terminé. Le projet s'est terminé en 2024. C'est une photo prise tardivement à l'automne, alors que la photo de droite, c'est suivant la végétalisation. Ça faisait quelques jours que la végétalisation avait été complétée du côté de la piste cyclo-piétonne pour l'anneau paysagère. Ensuite, maintenant, je vais vous présenter un des projets qui s'inscrit justement dans le plan, je pourrais dire, de mise en valeur des rivières de la Ville de Québec. Et je reviens sur la rue active et filtrante, la rue, finalement, où l'idée est d'aménager des rues qui permettent de mettre en lumière l'eau et d'avoir des corridors de déplacement actifs, puis de mettre en valeur les infrastructures vertes au sein de l'aménagement de la rue. Donc, à gauche, justement, photo aérienne d'un espace, je pourrais dire, résiduel, là, une rue dans laquelle il n'y avait aucune infrastructure, ni de réseau, pas de trottoir, pas de puisard de captation, aucune signalisation non plus. Donc, on a fait un plan de concept d'aménagement pour revamper l'entrée complète du parc
et aussi y aménager un stationnement en bonne et due forme avec des pavés à joints drainants. Donc, par rapport au volet biodiversité aussi, pour ce qui est de l'ambiance paysagère, bien, on voulait recréer justement, stimuler le lit d'un cours d'eau. Donc, dans ce projet-ci en particulier, on fait pas ça nécessairement sur tous les projets, mais l'idée était d'utiliser un galet de pierre pour simuler le lit d'un cours d'eau à l'intérieur, puis de prévoir finalement la stratégie, le plan de plantation avec les végétaux aussi indigènes qui rappellent plus un caractère là, naturel de bord de cours d'eau. Donc, pour nous, c'est un succès, le projet, excusez-moi. C'est un projet qui a été reconnu là, par nos pairs comme étant un projet de qualité, de grande qualité paysagère. La viabilité végétale était excellente. Seulement 2 % de mortalité après 1 an, puis les 2 % étaient associés à du piétinement notamment. Donc, essentiellement, c'est un petit projet là qui a mené finalement, c'était pas une longue intervention, là, c'est sur 80 mètres, mais c'est un projet qui nous a permis là de tester puis de réaliser des bons coups qu'on a pu reproduire par la suite. Maintenant, au niveau de l'entretien et de la pérennité, dans le fond, par rapport au volet de biodiversité, ici, je vais m'attarder davantage au volet biodiversité de la flore, là, le végétal. Ben, c'est important, comme ma collègue le dit dans la vidéo, d'aménager le type d'aménagement, d'adapter, pas d'aménager, mais d'adapter le type d'aménagement en fonction du milieu d'insertion puis des capacités d'entretien. Donc, pour ce faire, nous, on va exiger autant de vie ou une clause technique par rapport à la conception, d'avoir une conception avec le plus faible entretien possible. Selon le type d'entretien aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut un aménagement de tonte, fauche ou qui nécessite un entretien horticole. Puis les stratégies de plantation sont aussi édictées ou pensées, réfléchies en ce sens. Et le choix des végétaux qui reposent, comme ma collègue disait tout à l'heure dans la vidéo, autant sur des critères esthétiques que sur des critères écologiques également. On s'assure aussi que tout le volet, finalement, de pérennité des végétaux s'est inscrit dans un manuel d'inspection, d'entretien puis d'exploitation qui est signé à la fois par l'ingénieur et par l'architecte paysagiste. Il y a une garantie de végétaux aussi nécessairement qui est appliquée sur les végétaux suite aux plantations. Ça dure 13 mois ou des fois 24 mois, selon la nature ou le milieu d'insertion. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est ça, on consulte les citoyens pour savoir un petit peu l'acceptabilité ou l'adhésion d'avoir tel ou tel type d'aménagement paysager en façade, parce que quand on travaille beaucoup dans la rue, ben, souvent la rue, c'est l'espace résidentiel, en fait, aussi. Par rapport à la recherche et l'innovation, ben, de notre côté, pour ce qui est des végétaux, on a réalisé, on est en cours il y a un projet qui est terminé. En fait, je vais vous présenter ce projet-là, mais sachez aussi qu'on a d'autres projets qui sont en cours. Pour ce projet-ci, l'idée était de faire le suivi de 6 rues sur lesquelles on a réalisé, en amont de la prise d'eau, des systèmes de biorétention dans lesquels finalement on a retiré les systèmes d'égouts traditionnels, des conduites, on l'a remplacé par des systèmes de noues de biorétention. Et donc, tout était végétalisé, planté. Et donc, pour nous, c'était important, avec ce grand premier projet d'envergure, de faire un suivi autant de la qualité et quantité de l'eau, mais aussi du volet végétal. Donc, je crois que ces résultats-là ont peut-être été présentés aussi dans le cadre d'un événement, soit avec l'ARA ou soit avec le GRES. Mais les résultats de recherche, en fait, les objectifs... les résultats pourraient être consultés. Là, vous avez la source en bas. Mais l'idée derrière ça, c'était d'avoir un bon constat de la performance je pourrais dire de la survie des végétaux, puis de
évaluer finalement la croissance, puis tout a été évalué à savoir à quel endroit, si les végétaux, selon les assemblages, s'ils sont dans le fond, dans le talus, dans la pente ou sur le replat, côté rue, côté résidentiel, et puis d'évaluer aussi l'invasion par la flore spontanée ou des espèces adventices. Alors, en conclusion de quelques diapositives, mais l'idée est de travailler sur l'acceptabilité de passer de la gestion traditionnelle du tout à l'égout vers une gestion durable en surface par les infrastructures vertes. Le projet à votre droite, c'est l'avenue Champagnat. C'est un des projets tout à l'heure que je montrais qu'on avait fait des exemples de projets sur les consultations citoyennes. Donc, ce projet-là est un projet pour lequel il y a eu beaucoup d'efforts justement pour avoir une signature très naturelle, autant dans le patron de plantation que dans le choix des végétaux. Et puis, ce que ça engage, toutefois, dans la ville, c'est qu'il faut nécessairement réviser puis adapter nos programmes parce qu'on vient changer les géométries de rue, on vient changer les types de surface au sol, donc les types d'entretien aussi. On n'entretient pas ces végétaux-là de la même façon qu'on voudrait entretenir des végétaux entre la bande ou en lit de plantation qui sont plus... je pourrais dire, de prestige ou à caractère plus ornemental. Donc, le cycle n'est pas pareil. Il faut donc réviser tous ces processus. Et puis, comme je disais, là, vraiment les leçons, les résultats tirés de nos propres expériences à nous, des suivis qu'on fait avec nos partenaires, ça permet d'améliorer les projets. Également, pour faire le retour un peu sur le point de la région de biosphère de l'UNESCO, et pour nous, si ça va de l'avant, ça fonctionne, l'idée est de fonder un laboratoire d'innovation en transition socio-écologique, puis créer un espace d'idéation puis de réalisation de projets qui sont en dehors des cadres habituels. Et puis, justement, l'idée de développer des approches innovantes pour favoriser ou pour gérer la biodiversité en ville. Et puis, nécessairement, la ville peut développer toujours ses alliances puis renforcer ses partenariats. Au niveau de la conclusion, là, pour l'ouverture vers autre chose, une avenue à explorer, c'est la gestion des actifs naturels. On parle beaucoup de gestion d'actifs dans le cadre des actifs municipaux par rapport à des actifs qui sont construits. Mais malgré que c'est encore en développement, mais c'est beaucoup plus, je pourrais dire, présentement, au niveau de la littérature, puis au niveau des principaux intervenants, il y a beaucoup plus d'intérêt à développer un plan en gestion d'actifs naturels. Puis la Ville de Québec, on explore cette avenue-là, d'intégrer finalement les infrastructures naturelles et les infrastructures vertes dans un plan de gestion d'actifs pour que celles-ci soient finalement gérées ou maintenus dans le temps, ou que les enjeux soient bien adressés, mais au même niveau que d'autres types d'actifs. Donc, pour ce faire, il va falloir s'harmoniser avec les pratiques, des actifs qui sont déjà en place. Mais tout ça en reconnaissant aussi qu'il y a un caractère unique aux actifs naturels qu'il va falloir considérer. À ce titre, justement, là, j'illustre la photo du marais Bellevue réalisé à Québec, qui est en amont de la prise d'eau. Le lac à votre gauche, c'est le lac qui est le principal réservoir de prise d'eau. Et justement, on a un ensemble d'infrastructures vertes qui avait aussi une vocation phonique. Le marais, qui est toujours en eau, a une vocation phonique également. Donc c'est ça. Donc, c'est des aménagements qui sont des ouvrages améliorés qui permettent de réintégrer justement la nature ou de la préserver dans les milieux urbains. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Et tu as une belle vue aussi de ta terrasse, dis donc.
On va prendre quelques questions ou réactions par rapport à l'intervention d'Alexandre. Merci. Bonjour Alexandre, c'est Julie Weiss de la Métropole. Merci pour ta présentation et tous les beaux projets que tu as pu présenter. Je voulais savoir si, comme sur Montréal, vous travaillez un petit peu à l'opportunité des projets de requalification de voirie. Comme à Montréal, ils ont 10% de végétalisation systématique. De votre côté, les rues conviviales ou rues actives filtrantes, est-ce que ça vient de vous, de votre de la volonté alors c'est de vous, hydraulicien ingénieur, ou bien c'est l'architecte qui va repenser, ou paysagiste qui va repenser la voirie qui va venir vous solliciter? C'est davantage une question qui est amenée par la volonté des architectes paysagistes, des designers urbains, des urbanistes ou des aménagistes, que du côté des ingénieurs, qu'ils soient des ingénieurs en réalisation de projets d'infrastructures municipales ou en hydraulique urbaine, peu importe. Donc, on a fait de la cartographie, donc tous ces tronçons de rue-là sont identifiés. Et lorsque nous analysons, on a un processus, tu le disais, est-ce que c'était de façon systématique? Bien, dans le processus de requalification de rue ou de réfection des rues, effectivement, on a un processus de consultation interservices dans lequel, finalement, tous les unités administratives qui sont responsables ou qui ont des rôles et responsabilités dans l'espace public peuvent identifier leurs besoins. Et dans le fond, les projets ne deviennent plus finalement des projets portés par un service d'infrastructure, mais bien plus sont portés par une échelle de projet qui rayonne à l'échelle de la ville. Donc, les projets, il y a nécessairement toujours après ça l'enjeu je pourrais dire, de conciliation des usages. Mais le mécanisme est en place pour pouvoir toujours lever la main et dire c'est une rue qui peut être considérée comme une rue filtrante, c'est une rue qui est considérée comme ayant un fort potentiel pour transformer en rue conviviale. On a une analyse multicritère, puis il y a tout un processus qui a été fait pour l'identification des rues conviviales avec des classes, 7 ou 8 classes. Il y a beaucoup de littérature. Même la ville est allée présenter, ça a rayonné beaucoup. Là. C'est un beau succès pour la ville que sa démarche son approche en fait de convivial. Donc, en somme, oui, il y a toujours place à pouvoir, dans chacun des projets, intégrer du verdissement, favoriser de la déminéralisation et ou intégrer des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Mais ça demeure encore beaucoup, je pourrais dire, dans les limites du possible, qu'elles soient techniques, organisationnelles. Des fois aussi, c'est les limites par rapport aux contraintes d'échéancier de travaux. Mais c'est toujours possible. Toutefois, on n'a pas de cible obligatoire avec ça. Ça demeure que des outils de planification avec des objectifs, des souhaits. Mais à l'échelle ville, malgré tout, on a des grands objectifs sur la canopée, par exemple, ou sur d'autres types d'éléments qui, à l'échelle globale, doivent être suivis puis doivent être atteints comme cible. Donc, c'est toujours dans un esprit d'atteindre ces cibles-là, mais à la pièce, on n'a pas d'obligation. Comme, par exemple, je veux dire, l'exemple que tu citais à Montréal, que dans les futures rues, c'est 10%, puis dans l'existant, c'est un souhait. Mais il y a quand même une exigence pour les futures rues. Nous, on n'a pas ça encore présentement. Merci bien. On regarde s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui, bonjour Alexandre.
Salut, Alexandre Servet l'appareil. Moi, j'avais une question qui concernait la consultation des citoyens. Quand ils sont interrogés, est-ce qu'on leur pose la question de la biodiversité ou est-ce que c'est un sujet qui revient dans les souhaits des citoyens sur tes projets? Bien, je te dirais que présentement, la biodiversité dans le langage même commun, le langage courant utilisé au sein des partenaires, des acteurs ou des parties prenantes, jusqu'à il y a quelques années, c'était pas un terme qui était vraiment mis de l'avant. On parlait beaucoup plus de verdissement, de plantation ou peut-être de nature en ville. Mais depuis un certain nombre d'années, je pourrais dire depuis 4 ou 5 ans, puis notamment depuis l'engagement de la ville avec la COP15, la biodiversité est rendue en premier plan. Moi, maintenant, ma division, c'est biodiversité, changement climatique. Et la ville, pour l'organisation, pour les élus, la biodiversité est devenue un élément phare là, dans les volontés de la ville. Et la stratégie de biodiversité qu'on est en voie d'adopter en témoigne. Il y a eu beaucoup de consultations publiques. Puis là, ben, nécessairement, c'est le terme de biodiversité et on contourne pas le sujet, là. Je veux dire, c'est vraiment adressé sous toute la forme, je pourrais dire qui était une forme plutôt soit, c'est ça, là, par des spécialistes, là, finalement, ou autres, là, mais disons que la biodiversité, présentement, pour nous, c'est devenu un moteur. Un moteur d'agir puis de changer des pratiques. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Ou une remarque? Non. Alexandre, c'est Julie. L'entretien de tous ces espaces, à chaque fois, c'est la question qu'on pose. Tu parlais, je pense assez justement, de la pérennité de ces projets qui est vraiment liée à l'entretien. Comment vous mettez ça en place chez vous? Oui, bien c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, tous les projets, lorsqu'ils sont conçus, tous les plans de plantation, le choix des végétaux est validé, approuvé par à la fois les architectes paysagistes, mais également par les équipes d'entretien en horticulture. Donc, nous, on a un service de travaux publics, en quelque sorte, ou de foresterie urbaine et d'horticulture, puis un service d'opération. Eux s'assurent de tous les contrats d'entretien. Et donc, eux, avec l'expérience retour terrain des dernières années, ou des dernières décennies même, je pourrais dire, ben, cumulent l'expérience terrain pour nous dire, ben, dans tel type de milieu, ou pour tel type de contraintes, modifier, s'il vous plaît, le plan de plantation ou modifier ou remplacer telle espèce végétale par une autre espèce ou un cultivar ou quoi que ce soit. Donc, déjà en conception, il y a des validations qui sont faites. Après ça, l'exécution du plan de plantation et la plantation, je veux dire, la fourniture et la plantation des végétaux est assurée par le service ou la section de l'horticulture. Donc, ils valident la qualité des végétaux, le calibre. Après ça, ils valident, surveillent la plantation. Il y a une garantie de végétaux d'1 année. Après ça, c'est remplacement et mortalité. Après ça, dans le temps, c'est passé dans des processus opérationnels de système d'information là, puis de suivi dans l'organisation qui permet d'avoir un suivi cyclique sur ces lignes de plantation-là. Et advenant qu'il y a justement une compétition trop forte ou advenant qu'il y a une perte de biodiversité ou selon l'évolution, je pourrais dire, du concept initial et de l'état de situation, des fois,
il arrive que l'horticulture remplace des végétaux. Donc, il y a des rénovations ou il y a des remplacements qui est fait pour soit maintenir l'état initial ou finalement tendre vers une évolution. Sinon, il y a tout le volet, je pourrais dire aussi, associé à la gestion différenciée de la végétation, là. Donc, c'est-à-dire une gestion différenciée, en fait, entre l'effort minimal, dans le fond, l'horticulture a aussi une gradation d'effort où il y a plusieurs passages, plusieurs sarclages, plusieurs types d'entretien à une fréquence plus élevée, puis donc ils sont moins. Donc, en fonction du type de milieu aussi, il y a une adaptation des efforts d'entretien. Donc, essentiellement, c'est comme ça qu'on l'aborde. Puis, c'est ça. Je sais pas si ça répondait bien à Julie. J'ai dit que oui. Oui. Moi, je te vois. Merci.